Bon, Déjà, bienvenue à tous. Puis ouais, je te merci. laisse la main. Je te laisse la main. Pardon? Ah oui, ok. Donc déjà, merci d'être là. Je vais vous expliquer un petit peu le programme. Ça va durer une petite heure, je dirais à peu près. Alors, pour pas qu'on se marche sur les pieds, je vais vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner. Vous avez le droit de prendre la parole ou de poser une question, mais si c'est possible, de poser la question ou en tout cas de demander la parole avant dans le chat, que je vous dise que c'est bon et là vous pouvez vous démute pour poser votre question. Ça évite que tout le monde parle en même temps et qu'au final on s'entende pas parler quoi. Et oui, ça enregistre. Voilà. Donc, il va y avoir deux parties. La première, c'est la petite slide qui va vous expliquer un petit peu c'est quoi un PCB déjà, hein, parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est un PCB alors que on a ça tout autour de nous, partout. Et puis la deuxième partie, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes, c'est la création, la conception d'un PCB finalement, parce que c'est cool hein, de savoir ce que c'est, mais on peut faire plein de choses avec, il faut juste savoir le faire. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de choses qui sont relativement faciles à faire. Donc on va voir tout ça ce soir, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes et qu'on peut aller bien plus loin que ce qu'on voit dans les tutos, sur les tutos YouTube. Voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts. Et puis sinon, on peut commencer. Allez. Donc, déjà, c'est quoi un PCB? Un PCB, c'est vrai que ça paraît... salut Pixie. C'est vrai que ça paraît un peu obscur. On sait pas trop ce que c'est. On a ça dans tous nos appareils. Et on sait pas à quoi ça sert. Alors, on va voir ça ensemble. Je suis désolé, c'est ma première présentation, donc je bégaye un petit peu. Voilà, donc on en a partout, hein, dans nos téléphones, ordinateurs, dans tous les objets du quotidien, en somme, hein. Donc le PCB, il est apparu dans les années 40, en fait. Avant, on n'avait pas de PCB. Avant, on n'avait pas de PCB, on avait des cartes en plastique, en PVC, ou carrément des montages avec des fils de cuivre. C'était assez archaïque, c'était très fragile, très coûteux. C'était vraiment pas pratique. Franchement, pas pratique, et c'était pas répandu. Ça nous permettait quand même de faire des appareils, des appareils très simples, hein, comme des amplificateurs audio. C'est quelque chose qui arrivait très rapidement, ou tout ce qui est communication informatique, ou en tout cas analogique. Et puis en 43 est arrivé Paul Hessler. Paul Hessler, il a démocratisé, ou en tout cas il a inventé le circuit imprimé. Le circuit imprimé, alors on n'est pas encore sur ce qu'on avait aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui, mais on se rapproche un petit peu, on se dit, ah, il y a peut-être un truc à faire. Donc là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à industrialiser, quelque chose qui est beaucoup plus facile à fabriquer, quelque chose qui est déjà beaucoup plus fiable. C'est super intéressant pour l'industrie, on peut aller beaucoup plus loin, on peut produire en masse. Puis après, arrivé les années 50, entre les années 50 et les années 70, on avait une sorte de transition où là, on commençait à avoir des PCB un peu mieux équipés. Des PCB avec des composants électroniques, pas seulement juste des fils qui relient certains gros composants qui étaient généralement externes à la carte, mais là, on commence à avoir des circuits intégrés, des transistors, et surtout à l'arrivée du FR4 qui est aujourd'hui le standard pour les PCB. On a d'autres matières, hein, on a d'autres polymères qui permettent de fabriquer des PCB, mais à l'époque, c'était une petite révolution. On avait quelque chose qui était solide, qui prenait pas feu, ou en tout cas, dans les normes, il ne prenait pas feu. C'était une vraie révolution. Alors avant, du coup, comme je vous expliquais, avant les PCB, on faisait comment? On faisait ça, voilà. Donc on avait des planches, on va dire des supports. Alors là, il y a une breadboard, hein, je suis désolé, j'ai pas réussi à trouver de photos de l'époque. Mais avant, voilà, on avait des planches comme ça sur lesquelles on venait fixer en fait nos composants qui étaient généralement des gros composants, des gros transformateurs ou des lampes à vide, comme vous pouvez voir sur l'image. C'était encore une fois vraiment très archaïque. C'était vraiment pas pratique.
On arrivait du coup sur les PCB, et là c'était assez simple. On avait un substrat, qui était généralement de la résine, en fait, sur lequel on venait couler une couche de cuivre, et qu'on venait ensuite tout simplement usiner pour faire nos fameuses pistes. À ce moment-là, on était encore sur du monocouche, c'est-à-dire qu'on avait les pistes que d'un seul côté du PCB, et puis c'était assez rudimentaire, c'était gros, là on se rend pas compte sur l'image, mais c'était du 1 millimètre, voilà. Alors aujourd'hui, peut-être que ça peut vous paraître énorme, enfin pas énorme, hein, du 1 millimètre, hein, mais pour aujourd'hui, 1 millimètre c'est énorme pour des pistes. Donc là, ce que ça changeait concrètement, beaucoup moins d'erreurs, parce que c'était produit mais généralement par des machines, plus rapide, reproductible et plus compact. C'est vraiment tout bénef, quoi. Donc, du coup, comment ça se fait? Comment on fait un PCB? Donc, on a le substrat, c'est généralement le support. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est sur du FR4. Donc, c'est quelque chose c'est un composé à base de résine. Puis, par-dessus, on a une couche de cuivre. Et puis après, arrivé dans les années 70-80, on a commencé à voir le vernis par-dessus qui permettait de protéger tout ça. Parce que là, on est encore, si on voit sur la slide d'avant, on est encore sur quelque chose de brut. C'est-à-dire qu'on a notre substrat, puis après on a les pistes de cuivre, et c'est pas du tout, ça protège pas du tout les courts-circuits, où on peut abîmer facilement les pistes si quelque chose serait amené à tomber dessus. Donc là, encore une fois, une petite évolution de l'évolution du PCB en fait. Donc dans les années 50, c'était déjà quelque chose qui venait beaucoup plus fiable et petit, beaucoup plus compact. On a augmenté la densité, on a ajouté les transistors. Donc là, on va dire la période où ça s'est démocratisé. On a commencé à avoir les premières télés qui intégraient ce genre de circuit. Puis après, on est arrivé dans les années 60-70, entre 60 et 70, où là, on a commencé à voir un truc super intéressant, c'est les circuits intégrés. Les circuits intégrés avec la densité, la miniaturisation et la complexité, qui a permis d'avoir beaucoup plus de composants sur une petite surface, et donc un gain d'argent. Parce que forcément, la place, c'est de l'argent. C'est comme le temps, c'est de l'argent, la place, c'est de l'argent. D'ailleurs, le temps, on en parle, c'est pareil, beaucoup plus rapide à produire, parce que les machines évoluent, on produit beaucoup plus en masse, c'est beaucoup plus rentable, forcément ça se démocratise et on commence à voir les circuits intégrés, les PCB avec les circuits intégrés dans nos foyers quasiment partout. Puis là, en 1970, ben c'est là que ça commence à exploser. En 1970, on commence à avoir des ordinateurs, des calculatrices, des télévisions, euh, des, euh, des, euh, des objets de notre quotidien. On commence à avoir ça dans les fours à micro-ondes, on commence à voir ça dans les postes radio. C'est là que ça commence à vraiment exploser. On voit ça partout. J'ai pas trouvé d'archives de l'époque, mais ça en parlait beaucoup dans les journaux pendant une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, les PCB ils sont un peu différents. On a un petit peu évolué. On a augmenté la complexité et surtout on est passé sur un certain nombre de couches. Le plus standard, le plus facile à produire et à acheter, c'est le deux couches. C'est-à-dire que vous allez avoir une couche supérieure et une couche inférieure. Donc là, si je résume un petit peu le corps, c'est tout simplement le substrat, donc comme on a vu tout à l'heure, la matière, le FR4. Puis après, on a une couche de protection. Ensuite, on a le cuivre, et là, on a une seconde couche de protection, et on a ça de l'autre côté du PCB. Ça a permis beaucoup de choses. Ça a permis beaucoup de choses. Déjà, on peut empiler les couches, parce que là, je vous montre une démonstration avec deux couches, mais on peut aller théoriquement jusqu'à 46. Il me semble que c'est le maximum. Aujourd'hui, il y a des PCB avec 46 couches, ce qui est totalement fou. Ça a permis de développer les technologies qu'on a aujourd'hui, comme l'USB, l'Ethernet, le PCI Express, le RF, parce que c'est des signaux à haute fréquence. Oui, 46 couches. C'est des signaux à haute fréquence qui nécessitent une certaine sécurité au niveau de l'impédance et des signaux. Voilà. Parce que si jamais vous avez des signaux de l'alimentation ou des bruits qui viennent parasiter tout ça,
ça peut altérer le signal, et plus on monte en fréquence, plus... Non, vous n'êtes pas obligé avec les emojis. Et plus on a des parasites, et plus ça altère le signal. Donc c'est grâce à ça qu'on a pu voir apparaître l'USB, l'Ethernet, le PCI Express et les radiofréquences, qui sont les quatre principaux signaux haute fréquence qui permettent en fait d'être protégés par plusieurs couches. Généralement, on avait un plan de masse tout au-dessus. À l'intérieur, on avait une première couche pour, on va dire, les paires négatives du signal, une deuxième couche pour les paires positives du signal, et une quatrième couche, pardon, pour un deuxième plan de masse. Et puis généralement, on avait même encore une couche en plus pour tout ce qui est alimentation, parce que c'était en fait le gros avantage, c'est qu'on pouvait vraiment isoler l'alimentation, même si c'est du 3 volts, ça fait vite une différence sur des signaux, ça peut vite altérer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs, hein. Alors, est-ce que j'ai... Ouais, bon, ok. Ouais, J'ai peut-être une question. Comment on lève la main, déjà? pardon? Comment on lève la main? C'est... Bah voilà, fallait juste envoyer un petit message dans le chat. Ah ok, bon bah je ferai ça. Mais du coup ma question c'est pour communiquer entre les couches, il y a des trous entre les couches de protection, Oui, c'est ça? exactement, et là j'allais en venir justement. Ah ok. Donc ça c'est, voilà, donc on en vient, c'est exactement la révolution qui arrivait entre les années 70 et les années 90. T'as grave la voix de la K. Entre les années 70 et les années 90, sur les PCB modernes, quelque chose est arrivé, c'est les VIA. Les VIA c'était super intéressant, parce que ça permettait de faire des interconnexions entre les couches. Alors au début on avait des interconnexions entre la couche du haut et la couche du bas, c'était quelque chose de très facile à produire, et très peu coûteux. Généralement, c'était juste un petit trou dans lequel on venait couler du cuivre liquide, donc du cuivre en fusion, et qui venait en fait faire la liaison entre les deux couches. On a vu par le passé des variantes où tu avais juste un trou et en fait tu venais glisser un petit bout de métal entre les deux couches, tu venais souder et ça faisait ta liaison. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. C'est généralement un petit trou qui est plaqué cuivre ou plaqué argent qui permet de faire la liaison entre les deux couches. Et on a aussi vu quelque chose qui est arrivé, alors ça on va dire que c'est plutôt vers les années 70-80 que c'est arrivé, c'est la sérigraphie. Ça c'était super important parce que ça permettait de savoir quel composant allait où, et pour l'assemblage qui n'était pas forcément encore machinal, c'était très important d'avoir ces notations-là pour savoir quel composant va où pendant la fabrication. Ce qui est aussi souvent ignoré, c'est que aujourd'hui, à l'époque un peu moins, mais aujourd'hui c'est très présent, le PCB, c'est aussi une pièce mécanique. Ça, je pense que vous l'avez tous vu, les barrettes RAM, les cartes graphiques, les cartes bancaires, les clés USB pour certaines. Et ben en fait, le PCB en lui-même, le circuit imprimé, c'est la partie mécanique et généralement la partie de liaison numérique, informatique, électronique. Je sais pas qui est parti, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai les bruits Discord, je suis pas censé les entendre. Je sais plus où j'en étais. Voilà. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de PCB qui en fait font partie intégrante de l'objet. Je pense par exemple à une carte Arduino, hein, on n'a pas de boîtier, c'est la carte en elle-même, c'est le support, c'est l'emballage, c'est le produit final. C'est pour ça qu'on a aussi des trous de fixation pour les fixer comme on veut. Les clés USB, c'est pareil, on ne se rend pas compte parce que généralement il y a un truc en plastique ou en silicone par-dessus, mais en fait la plupart du temps, la clé USB c'est le PCB en elle-même. Voilà. Même les cartes SD, enfin surtout les cartes micro SD, c'est pareil. Le PCB c'est en fait le support en lui-même, il n'y a, pas de, y a rien en plus. Donc maintenant on va arriver un petit peu où c'est un peu plus intéressant, comment on les fabrique. On a plein de solutions pour les fabriquer. Il y a des solutions peu coûteuses qui permettent de les faire à la maison avec certains produits chimiques, et si on achète les substrats nécessaires, ça s'achète pour vraiment pas cher. Puis après, il y a des solutions un petit peu plus professionnelles, comme des services qui sont vachement démocratisés aujourd'hui, qui permettent en fait de fabriquer des PCB sur commande à petite échelle, et tout simplement pouvoir profiter de cette technologie-là à la maison en fait, et de pouvoir fabriquer nos propres objets à moindre coût. Il y a encore quelques années, c'était encore super cher. Aujourd'hui,
ça devient vraiment très accessible. Mais avant ça, avant de penser à les fabriquer, il va falloir d'abord savoir comment on les design. Parce que forcément, ils apparaissent pas comme ça dans notre boîte aux lettres du jour au lendemain ou dans nos machines pour, pour faire notre objet. Il faut d'abord les conceptualiser. Donc on va voir un petit peu ça. Je vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien, je vais pas vous bourrer le crâne. Le but c'est de vous expliquer surtout les bases. Puis après, avec certains forums que je vous donnerai plus tard si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez facilement aller beaucoup plus loin et faire des choses très complexes. Mais on va voir les bases des bases pour faire notre première lettre qui clignote, je sais pas. Donc on a pas mal de solutions pour fabriquer des PCB, en tout cas pour les conceptualiser. Donc on a deux solutions très connues, donc c'est KiCad et EasyEDA. L'avantage des deux solutions, c'est qu'elles ont une version gratuite qui suffira pour 99% des projets. Ok. Il n'y a pas besoin de claquer un SMIC dans une licence pour un logiciel que vous n'allez exploiter que à 0,1%. Et je vais revenir un petit peu après de pourquoi, du comment, on n'utilise que 0,1% de ces logiciels-là. Donc, un PCB, en fait, il y a trois parties. La première partie, c'est le schéma. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir assez régulièrement, même dans l'électricité générale, en fait. Tout simplement le positionnement des composants, de comment on les relie ensemble, en fait, avec quels composants, quelle résistance, quel condensateur, que sais-je. Puis après, on va avoir une deuxième base, c'est le layout. Le layout, c'est la position des composants. Où est-ce qu'on les place sur notre support? C'est super important. On va pas les placer à l'arrache. Voilà. Et la troisième, c'est le PCB en lui-même. Généralement, c'est le fichier final qui sera envoyé au fabricant ou dans vos machines. La majorité des PCB, ils ont quelques composants que vous verrez partout. Ça, vous pouvez être sûr. Si jamais vous voulez acheter des composants pour fabriquer vos PCB, vous pouvez être sûr que vous allez avoir besoin de certains composants que vous allez voir absolument partout. Je vais vous faire une petite liste à l'oral non exhaustive de composants que vous allez avoir. Des condensateurs, des résistances. Voilà, je pense que le suspense est à son comble. Hein. Mais surtout, en fait, des valeurs très précises de condensateurs et de résistance qui sont très très présentes. Donc c'est les 10 microfarads et les 100 nanofarads. Voilà. Donc ça, c'est les condensateurs les plus fréquents sur les PCB. Ça représente généralement 90% des composants électroniques sur un PCB. Puis après, en termes de résistance, on a les 100 ohms, les 10 kiloohms, les 1 kiloohm, les 200 ou 250 ou 220 kiloohms. C'est généralement les résistances les plus répandues sur la plupart des PCB. On a rarement des variantes un peu exotiques. On a souvent ces versions-là. Et puis après, pour certains usages, on peut avoir des valeurs un peu différentes. Mais en tout cas, c'est les valeurs qui représentent le plus les PCB aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment des composants qui sont microscopiques, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a des composants qui peuvent mesurer quelques dixièmes de millimètre de large, quoi. Et ben, je vais en venir à quoi servent ces composants parce que il y a pas mal d'utilités. Donc là, on va commencer sur les condensateurs. Donc si jamais vous savez pas ce que c'est un condensateur, c'est un petit composant généralement avec un liquide à l'intérieur qui va permettre de stocker de l'énergie. Cette énergie-là, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'applications et surtout pour des circuits totalement différents et pour des cas d'usage qui n'ont absolument rien à voir. Dans certains cas, ça va être plutôt pour temporiser de l'énergie, savoir par exemple, si jamais vous voulez allumer une LED qui consomme beaucoup d'énergie, on va avoir tendance à vouloir économiser un petit peu d'énergie pour libérer cette charge rapidement pour que la LED s'allume à 100% du premier coup. L'exemple le plus flagrant que je peux vous donner, et ça vous l'avez tous vu, et je pense que vous avez tous déjà pris une châtaigne en démontant ça, c'est les appareils photo à pellicule. On a tous déjà pris une châtaigne avec ces trucs-là en les démontant ou en les cassant. On avait un gros condensateur qui avait généralement cette taille-là, qui stockait une certaine capacité d'énergie et qui permet d'allumer, on va dire très brièvement, une LED, enfin c'était surtout un néon à l'époque, pour le flash en fait, tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, on a des usages de ces condensateurs qui sont beaucoup plus spécifiques, comme par exemple le découplage, le filtrage et la temporisation.
Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le découplage, ça va être pour augmenter une capacité de tension. Le filtrage, ça va être pour éliminer les parasites au maximum, surtout quand on a du numérique derrière. C'est super important d'éliminer le parasite, ou même de l'analogique, hein, pour l'audio et tout, c'est super intéressant. Vous pouvez même faire le test chez vous, vous prenez un condensateur, même n'importe quelle valeur, vous le mettez au cul de votre amplificateur, vous allez voir que vous allez avoir un son déjà un peu plus sérieux, quoi. Donc, dans les filtrages, quelque chose qu'on va beaucoup utiliser sur nos PCB, en tout cas, sur nos conceptions aujourd'hui avec ce qu'on fait avec les microcontrôleurs et tout, c'est les filtrages de signaux. Donc on a les passes basses et les passes hautes. Les passes basses, ça laisse passer les basses fréquences, ça atténue les hautes fréquences et ça lisse le signal. Et les passes hautes, euh, ça laisse les hautes fréquences, ça bloque les basses fréquences et ça supprime les composants lentes. Les composants lentes, c'est quoi? C'est en gros un front montant ou un front descendant du courant qui va avoir un peu de latence. Comme par exemple, quand vous appuyez sur un interrupteur, le contact il va pas se faire immédiatement, vous allez avoir une micro-décharge qui va se faire progressivement, ou dans certains boutons de mauvaise qualité, ou une alimentation qui a du mal à démarrer, ou des choses comme ça, ou une batterie un peu faiblarde, le temps que la carte, le BMS, donc le BMS c'est la petite carte qui contrôle la charge et la décharge de la batterie, elle peut avoir un certain temps pour se recharger et fournir la tension maximale, ou en tout cas la tension demandée. Donc pour ça, généralement, on vient mettre des passes hauts qui va justement éliminer ces composantes lentes et permettre d'avoir un signal ou en tout cas une alimentation propre. Pourquoi c'est nécessaire? Le découplage, et là on se demande c'est quoi ce découplage là? Donc le découplage c'est stabiliser l'alimentation, les pics de courant rapides et les variations de tension. Stabiliser l'alimentation, ça peut être utile quand on a encore une fois une pile ou une batterie qui n'a jamais vraiment le même voltage. On peut prendre la même chose pour le 220 volts. Vous pouvez mettre un multimètre sur votre prise, vous n'allez jamais avoir 220 volts. Ça va osciller entre 218 et 230 volts. Donc les condensateurs de découplage permettent de stabiliser ça pour avoir quelque chose qui est vachement plus lisse. Les pics de courant, c'est pareil. Vous allez allumer votre perceuse. Donc là, je parle sur le 220 volts parce que c'est beaucoup plus simple à conceptualiser. Vous allez allumer une perceuse, ça va faire un pic de courant, et tous vos appareils branchés en 220 volts, ils vont voir un pic de courant. Si jamais on lisse pas ce courant-là, si on diminue pas les pics de courant, certains composants vont pas y résister. Donc sans les condensateurs, on peut avoir une chute de tension. Votre appareil va consommer énormément de courant d'un coup, pic de tension. Dans le meilleur des cas, ça bug un petit peu, dans le pire des cas, ça grille quelque chose. C'est pas le bruit. C'est pas le but. Ensuite, c'est le bruit. Donc là, c'est pareil, hein, vous pouvez avoir des variations de courant qui va, si jamais vous faites une conversion, pardon, euh, j'en perds mes mots, je suis désolé, alternative vers continu, vous avez une certaine fréquence, en France c'est 50 Hz, mais cette fréquence-là, elle n'est jamais pareille. Donc forcément, quand on vient redresser ce courant-là, on peut avoir une variation de courant qui crée du bruit, et pour l'électronique, c'est vraiment pas ouf, surtout quand on a de l'analogique et des signaux à fréquence rapide. Et ça permet aussi de protéger les circuits, forcément. La troisième utilité des condensateurs, j'en ai parlé au début, c'est stocker l'énergie. Donc là, je reviens un petit peu au flash de l'appareil photo de votre grand-mère. Généralement, ça fait un peu mal, parce que ça décharge une grosse quantité de courant en très très peu de temps. Donc ça permet de compenser les chutes de tension, les appels de courant et les variations d'alimentation. C'est vraiment la base de la base des condensateurs pour stocker. Généralement, c'est des grosses valeurs. On a des condensateurs de 400 volts. Généralement, on n'utilise pas ces condensateurs-là en électronique, ou en tout cas pas sur des petits circuits. Même si j'ai marqué 5 volts ou 3,3 volts, mais c'est généralement des toutes petites tensions, on en reviendra après. Ensuite, on va passer sur les résistances, et là, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec des résistances, et pas seulement baisser une tension. D'ailleurs, on baisse jamais réellement une tension. Donc on peut limiter le courant,
parce que c'est pas la tension qu'on vient baisser, mais le courant. Le courant, c'est quoi? C'est le nombre, on va dire la quantité d'électrons qui va circuler dans votre fil, tout simplement. Donc nous, on vient pas diminuer la taille du tuyau, mais plutôt la quantité de fluide, d'eau qu'il y a dans ce tuyau-là. La deuxième utilité des résistances, c'est faire des pull-up et des pull-down. Les pull-up et les pull-down, c'est surtout utilisé en numérique, et ça permet déclarer des états logiques. Et ça permet aussi d'éviter les états flottants qui sont souvent très mauvais pour les microcontrôleurs, et on en reviendra après. Alors attends juste, je vois que Théora59 veut poser une question, je suppose. Non, c'est bon, je peux continuer ou pas? C'est bon. Ah non, quoique. Ok. La troisième utilité des résistances, c'est des réglages. Donc je pense que vous avez déjà vu certains appareils ou même des petits convertisseurs USB vers alimentation, notamment du Power Delivery. Vous avez des petites résistances que vous pouvez souder à certains endroits. Et en fait, c'est juste des réglages et c'est purement informatique. Au niveau du microcontrôleur, on va juste calculer la chute de tension au bord de cette résistance, et ça va nous permettre de déterminer un paramètre totalement numérique. Voilà. Donc, par exemple, on rentre en 5 volts, on met une résistance de 300 ohms, on a du 3,5 volts, le microcontrôleur il va utiliser sa petite partie analogique ADC dans sa puce, et trouver 3,5 volts ou 4 volts, il va dire ah bah c'est ce réglage là, voilà. Donc on va dire c'est un réglage. Et la quatrième utilité, c'est les diviseurs de tension, et ça on en a surtout dans les alimentations. Ça permet de casser le courant en deux, ou en tout cas c'est généralement ce qu'on fait, on casse le courant en deux, pour en prendre un échantillon et pour pouvoir l'utiliser avec des composants plus safe. Le cas le plus courant qu'on va pouvoir utiliser, nous, c'est juste mesurer le courant qu'on a, ou en tout cas la tension qu'on a sur une alimentation ou une batterie, pour en déterminer sa capacité. On connaît la capacité en milliampères-heure de la batterie, par contre on ne connaît pas son courant, on ne connaît pas sa tension, donc on vient prendre ces valeurs-là, on utilise un diviseur de tension, on le rentre dans le microcontrôleur, et avec les autres informations qu'on a, avec des calculs mathématiques, on peut facilement réussir à simplement avoir la charge de la batterie. Parce qu'une batterie, quand elle va vider son énergie, elle va forcément avoir une chute de tension. Le courant, c'est l'ampérage. C'est un peu ça, ouais. En gros. Voilà, donc je sais pas si vous avez encore des questions sur les résistances. C'est quelque chose d'assez succinct, hein. On n'a pas beaucoup de pull-up et pull-down. J'en ai pas parlé? Ah, bon, je vais réexpliquer vite fait. Le pull-up et le pull-down, c'est pour définir un état par défaut d'une valeur. Enfin, réduire le courant peut définir un état logique. Euh, alors, l'état logique, c'est plutôt l'adaptation au réglage, hein. Le pull-up, pull-down, c'est pour éviter... salut Zayn. Ok. Le pull-up, pull-down, c'est surtout pour définir un état par défaut d'une connexion, pour éviter que par exemple on a un bouton, et quand on appuie sur ce bouton-là, ça fait rentrer 5 volts dans le microcontrôleur. Si jamais on n'a pas de résistance en pull-up ou en pull-down, bah le microcontrôleur il sait pas. C'est un peu dangereux. Il sait pas si dans quel état. En fait, il est relié à rien, et comme il est relié à rien, et ben ça peut créer des problèmes électroniques, voire même carrément griller la puce. Peut-être le truc, c'est que je sais pas ce que c'est une résistance en pull-up, pull-down. Bah, je viens un peu de l'expliquer. En fait, c'est le nom qu'on donne, mais en gros, c'est une résistance qui va permettre de définir un état sur une connexion par défaut, qui pourra être pris, par, comment dire, en compensation par un bouton. Par exemple, je vais vous faire une démonstration après de toute façon. Vous pouvez avoir un bouton qui laisse passer le 5 volts quand on appuie dessus, mais quand on n'appuie pas dessus, le circuit est ouvert. Donc du coup, le pin de l'autre côté du bouton, il est flottant. On appelle ça un pin flottant. Et ça, les microcontrôleurs, ils aiment vraiment pas.
Donc on vient mettre une résistance qui va être reliée à 5 volts ou à la masse, et que de l'autre côté de la résistance, on va le relier au pin. Et forcément, par contre, quand on va appuyer sur le bouton, eh ben, ça va prendre le dessus, et là on va rentrer 5 volts directement, mais du coup, dans tous les cas, ton pin, il est soit à la masse, soit au 5 volts, mais il est jamais flottant. C'est vraiment l'importance des pull-ups. Dans certains cas, comme des signaux numériques, ça peut permettre aussi de fournir l'alimentation, comme certains bus I2C ou SPI. On va avoir tendance à vouloir y mettre une petite alimentation, un peu comme une alimentation fantôme pour un micro, histoire que le signal soit pas dégradé, parce que c'est des signaux qui vont vachement vite, qui sont très faibles, donc on vient les amplifier entre guillemets, c'est une sorte de micro-amplificateur. On va commencer un petit peu à voir le langage universel sur les schémas électroniques, parce que c'est super important. Donc là, je vous ai fait une petite collection on va dire des symboles que vous allez voir très fréquemment lors de vos conceptions. Et les plus connus, eh ben, c'est le VCC et le GND. Donc le VCC, VCC est le plus 5 volts, ou même la valeur que vous voulez, généralement, c'est l'alimentation externe de votre circuit électrique. Le GND, on a deux valeurs. Et ça, c'est un truc que peu de personnes arrivent à faire la différence. On a le 0 volt et on a la masse. En fait, on a vraiment deux valeurs qui sont très, très similaires, mais rarement utilisées en même temps, et surtout vachement isolées. Mais on en reviendra un petit peu après. On va parler de l'alimentation. L'alimentation, on a plusieurs, on va dire, plusieurs standards pour appeler ça. Donc on a VCC, VDD, plus 12 volts, VDD 33, plus 5 volts et VDD 5. C'est généralement les valeurs par défaut qu'on va utiliser. On peut avoir du plus 1,8, on peut avoir du plus 24 volts. C'est pas la question. C'est surtout le formatage de notre valeur, en tout cas du texte qu'on va utiliser pour le label, pour que si quelqu'un d'autre utilise notre schéma, il comprenne directement ce que c'est. Le GND, voilà. Comme je vous disais, on a deux valeurs. Là, donc on passe au GND. Le GND, c'est le 0 volt. Un courant, lui, il a toujours besoin d'une référence. Et notre référence, c'est 0 volt. On a toujours besoin de 0 volt parce qu'on vient mesurer, en fait, on vient utiliser le courant entre le 0 volt et le plus du VDD. Par exemple, du 5 volts entre 0 et 5 volts. C'est la différence. En fait, c'est la différence qu'on va utiliser pour alimenter tous les composants électroniques. La deuxième, qui est beaucoup plus obscure, c'est le VSS. Et là, généralement, c'est la masse logique. La masse logique, elle, on va l'utiliser généralement isolée du reste du système. On va souvent avoir ça pour les amplificateurs ou pour certains signaux numériques à haute vitesse, comme du PCI Express, où on n'a pas la masse directement reliée au châssis, mais on a vraiment un VSS qui va être le retour de courant du signal numérique. Donc, généralement, on évite de le mettre sur la masse commune, parce qu'on peut avoir beaucoup de parasites, voire même des puces qui s'en sortent pas trop, quoi. Là, je vous ai fait une petite collection des symboles que vous allez très certainement utiliser de manière récurrente. Je vais revenir un petit peu sur chaque symbole pour vous expliquer un petit peu. Le premier, c'est un connecteur DC, donc c'est les petites prises rondes que vous avez souvent vues sur des appareils. On a trois pins. On a le premier qui est le plus, très, très souvent le plus en tout cas. Le deuxième c'est la masse, le GND. Et le troisième, c'est généralement un pin de détection. En gros, quand vous allez brancher votre prise, là, il y a une petite languette métallique qui va appuyer sur le pin numéro 2. Et puis avec un microcontrôleur, vous allez facilement pouvoir savoir si jamais une prise a été insérée ou pas. La deuxième, c'est les résistances. On a généralement deux formats qu'on utilise, même si moi je préfère le premier format avec le petit rectangle. Mais sinon, on a aussi les demi-triangles qui représentent aussi la résistance. La troisième, c'est le MOSFET, à ne pas confondre avec transistor, parce que c'est vraiment pas la même chose. Donc là, je pense que le mieux, c'est que vous alliez vous documenter un petit peu après pour savoir quoi faire des MOSFET et en fait de tous les composants en général, parce que moi je vous explique les symboles et comment les utiliser, mais après, pour savoir
dans quel cas on les utilise, je pense que le mieux c'est que vous allez vous documenter, parce que si je commence à vous expliquer tout, on n'a pas fini. Deuxième, c'est transistor. Je pense que vous connaissez tous le principe du transistor. Vous avez une gate, qui est généralement ici, le drain et la source. Et quand vous allez faire passer un signal, vous allez ouvrir ou fermer ce signal-là, et ça va permettre de contrôler en fait un signal. Vous allez pouvoir faire passer ou non du courant, et ça va vous permettre de contrôler beaucoup de choses avec une faible tension. Par exemple, vous vous alimentez en 1 volt, vous voulez contrôler du 12 volts, bah vous avez des transistors qui vont vous permettre de basculer en on ou en off, entre guillemets, c'est une sorte de mini-interrupteur numérique. Le quatrième, c'est le bouton, très classique, 2 pads, et quand vous appuyez, ça ferme le circuit. Lui, c'est les inductances. Généralement, c'est pour lisser le courant, ou pour prévenir des appels de courant un peu trop forts. Donc c'est une bobine qui vient emmagasiner une énergie qui peut être un peu trop importante et, euh, et qui peut endommager certains circuits imprimés, ou circuits intégrés, ou certains composants. Là on rentre un petit peu plus dans le concret. Euh... Là t'inquiète. Un peu plus dans le concret, c'est les condensateurs, parce qu'on a plein de variantes en fait du condensateur. On peut faire beaucoup de choses avec des condensateurs, et on a surtout beaucoup de types de condensateurs. On a des condensateurs non polarisés, on a des condensateurs polarisés, on a plein de variantes de types de condensateurs. On a des condensateurs céramiques, des condensateurs électrolytiques, on a même des condensateurs au tantal. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé bien plus tard que les condensateurs céramiques et électrolytiques, et qui permettent généralement de stocker une énergie, ou en tout cas une quantité d'énergie beaucoup plus importante dans beaucoup moins d'espace, au détriment du coût de fabrication qui est généralement très cher. Donc le premier symbole, c'est les condensateurs électrolytiques. Oui, vas-y Flo. Tu peux te démute, hein. Je sais pas si t'es mute ou... Tu peux te démute. Ah, t'inquiète pas. Alors, un polarisé et un normal, comme t'appelles ça, en fait, c'est juste la technologie utilisée pour fabriquer le condensateur. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous avez 3 types de condensateurs. Vous avez les électrolytiques, les céramiques et les tantanium. Les électrolytiques, ils ont une fabrication interne qui est très spécifique, un peu comme une batterie. Donc forcément, il est forcément polarisé parce que vous avez du courant qui vient se charger d'un côté, qui vient se décharger d'un autre, et généralement vous avez une barrière qui empêche le contraire. Donc forcément, les électrons peuvent passer que dans un seul sens. Les céramiques, ils sont faits de manière différente. Ils ne sont pas polarisés parce que c'est une matière commune. Eux, ils ne sont pas prévus pour stocker de l'énergie à long terme. Eux, ils sont prévus pour stocker de l'énergie à court terme et le relâcher, on va dire, plus lissé. Puis après, on a les tantales, qui sont beaucoup plus spécifiques, qui sont généralement sur la même base que les électrolytiques, mais qui ont du graphite à l'intérieur, et ça coûte beaucoup plus cher. Donc on a 3 schémas, on a 3 symboles en tout cas. Donc on a le premier qui correspond aux électrolytiques avec toujours le plus, parce qu'ils sont justement polarisés. Le deuxième, c'est les condensateurs qui ne sont pas polarisés, donc très souvent les céramiques. Et les troisièmes, les condensateurs au tantal, qui sont eux par contre polarisés, et on les représente avec ce symbole-là et pas ceux-là, attention. On peut avoir des tantales qui ont ce symbole-là, mais généralement si vous trouvez des schémas avec ceux-là, vous les prenez pas, hein. Vous prenez ceux-là, c'est ceux-là pour les tantales. Alors je vois que Zane a une question. Je vais attendre sa question avant de passer au LED. Oui, effectivement, les tantales et les électrolytiques ont un schéma différent. Donc là, on a 2 symboles qui ont l'air vachement similaires, à une exception près. Donc là, on a une diode. Une diode, c'est, je pense que vous avez suivi vos cours de techno, c'est un composant qui laisse passer du courant que dans un seul sens, à la mesure du possible, hein. Forcément, si vous balancez 500 volts,
votre diode, elle va pas durer longtemps, hein. Le courant, il va passer, même brièvement, mais ça va griller votre composant au passage, et même tout ce qu'il y a derrière. Et puis là, on a un deuxième schéma qui ressemble beaucoup, et c'est simplement la LED. La LED, c'est le même principe qu'une diode. Faut une grosse diode, oui, effectivement, ou même dans certains cas, carrément une isolation galvanique. Mais ça, c'est encore un autre sujet. La LED, c'est le même principe qu'une diode en fait. Elle laisse passer le courant que dans un seul endroit, sauf que vous allez, enfin un seul sens, pardon. Sauf que vous allez avoir une petite matière physique qui va réagir à ce passage d'électrons et qui va créer une réaction chimique qui va allumer votre LED. Voilà. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Vous pouvez très bien remplacer une diode par une LED, ça aura le même effet. Ce schéma-là, c'est un des plus connus, en tout cas pour ce qui concerne les régulateurs de tension, c'est tout simplement un régulateur de tension. Vous pouvez avoir différentes tailles, différentes formes, différentes tensions, mais généralement on a un in, un out et un ground. C'est la base. Là, on rentre un petit peu plus dans, on va dire, le gadget pour faire vos beaux PCB ou vos beaux schémas, c'est l'afficheur. Alors, vas-y, Zayn, pose ta question. Oui, les AMS sont des régulateurs de tension. À haute chute de tension, par contre. C'est-à-dire qu'on a un rendement qui approche les 30%. Donc c'est généralement très peu conseillé. On peut impute. Comment ça? Non, ça dépend lesquels. Il y en a certains qui sont faits pour rentrer jusqu'à du 12 volts maximum, certains jusqu'à du 5 volts maximum. Et généralement, quand on monte sur des plus hautes tensions, on commence à rentrer sur des ponts de diode. Des ponts de diode ou des composants bien plus spécifiques, comme ce que vous avez dans les ordinateurs, où là on rentre bien en 12 volts. Par contre, on sort en tension vraiment très faible, mais avec un ampérage beaucoup plus important. Et là, on n'est plus sur des régulateurs de tension, mais plutôt des MOSFET. Et le dernier schéma, celui-là il est très important aussi, et je vous conseille de l'utiliser, c'est les fusibles. Très important. Il faut bien les dimensionner, mais c'est super important parce que ça évite que si jamais vous avez un problème d'alimentation, il y a tout qui crame et accessoirement que votre maison brûle. Ce serait vraiment très dommage. Voilà, donc je pense que vous avez à peu près compris la base des schémas, des symboles à utiliser dans dans vos conceptions. Je recommande des fusibles absolument sur n'importe quoi. Je recommande les fusibles sur absolument n'importe quoi parce que même une puce qui s'alimente en 1,8 volts, eh ben, elle peut griller et prendre feu. Les PCB, ça travaille principalement en analogique. Alors, oui et non. On va dire que tu auras forcément une part d'analogique parce que comment dire, de l'alimentation, c'est une, c'est une forme d'analogie. Donc forcément, on aura toujours une partie analogique, mais aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont majoritairement numériques. Même si, pour des raisons techniques, on a tendance à faire des convertisseurs analogiques numériques pour transporter le signal sur des longues distances beaucoup plus fiablement et avec moins de parasites parce que l'analogique c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis des décennies et du coup on a réussi à faire des composants électroniques qui permettent d'avoir des signaux vraiment stables et fluides même sur des grosses distances. Comme par exemple aujourd'hui de ton antenne TNT jusqu'à ta télé, tu vas avoir un signal analogique alors que de l'émetteur jusqu'à ta dalle, ton écran, c'est du numérique. Sauf qu'entre les deux, on va utiliser de l'analogique, parce que sur les longues distances, dans les greniers, avec la chaleur, la pluie, le vent, machin truc, et ben tout ça, ça altère le signal, mais on arrive beaucoup plus facilement à améliorer ce signal-là et le rendre stable en analogique qu'en numérique. En numérique, on peut vite avoir des pertes, des problèmes de débit, alors que l'analogique, c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis des années. Donc on peut travailler en analogique entre un composant et un autre sur un PCB pour des raisons techniques et de fiabilité. Et Zayn, du coup, non, il n'y a pas de résistance négligeable.
Ah, sur les fusibles, oui, oui, il y en a une. Il y en a. En fait, t'as vraiment. T'as pas besoin de CRC en analogique si tu peux en avoir. Et alors, j'en reviens après. Mais Zane, du coup, les fusibles, t'as plein de variantes dans tous les sens qui te permettent en fait d'avoir ce que tu cherches. Si jamais tu veux quelque chose avec un taux d'erreur très très faible, t'as des fusibles qui permettent d'avoir un taux d'erreur très très faible. Si tu rentres en alimentation et tu prends entre 5 volts et 24 volts, tu vas pas mettre un fusible qui va lâcher au bout de 12 volts, tu vois. Et du coup, Vince, si il y a du CRC en analogique, et c'est même très souvent ce genre de cas d'usage où on a du CRC. En numérique, on va utiliser d'autres méthodes de vérification des trames qui sont beaucoup plus complexes avec des bits de parité. Et là, c'est encore plus complexe que le CRC. Le CRC, généralement, on vient juste calculer la somme, et si jamais c'est la même, bah c'est bon. Si jamais c'est pas la même, on renvoie la trame. Voilà. Ah bah je suis là pour vous apprendre des trucs en même temps, hein. Donc là, on arrive à la fin du PowerPoint, mais la masterclass n'est pas terminée, parce que, comme je vous ai expliqué au début, on le fait en deux parties. Donc la première, c'est, on va dire, les bases, et la deuxième, c'est pour vous montrer, on va dire, un petit peu plus en pratique, la conception d'un PCB. Donc j'ai préparé deux trois schémas. Je pense que pour la fin de la masterclass, je vais vous montrer des choses que j'ai faites moi, et vous expliquer comment je les ai faites et pourquoi je les ai faites comme ça, pour que vous compreniez un petit peu plus. Donc moi j'utilise un logiciel qui s'appelle EasyEDA. Je pense que pas mal de personnes le connaissent ici. Ça n'a rien à voir là. Voilà. Donc EasyEDA c'est un logiciel qui est fait par LCSC, qui est un des plus gros revendeurs de composants électroniques au monde, qui fournit beaucoup de gens. Je sais la cam, mais t'es là pour me faire plaisir, donc avant de commencer, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? J'attends juste qu'on me pose les questions. Si jamais vous voulez le poser à l'oral pour aller plus vite, vous pouvez, hein. Oui, EasyEDA appartient à LCSC, et puis GSC-PCB appartient à LCSC aussi. Pas du tout l'électronique, ça remonte à loin, ouais. C'est vrai on peut vite être perdu. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il faut avoir un minimum de connaissances pour comprendre à peu près ce que j'explique. Tu peux pas tout comprendre, on peut pas t'en vouloir de pas tout comprendre si t'as pas les bases. Là, j'explique surtout les bases en termes de conception PCB, mais c'est vrai que si t'as pas les bases en électronique ou en électricité, c'est compliqué. Ah oui, bah il gagne sur les commandes. C'est pour ça qu'on peut passer sur EasyUDA, on peut passer les commandes directement sur le logiciel. Ouais, ouais, surtout que l'électronique a pas mal évolué depuis, quoi. Bon, on va continuer un petit peu parce que sinon on va exploser le temps, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc là, je vous ai fait un schéma très basique qui comprend un bouton, une résistance, une LED, une alimentation et la masse. Donc on a le plus 5 volts, on rentre en 5 volts. On a notre petit bouton. On vient diviser le courant et la tension. Attention, pas la tension, le courant. Avec généralement 220 ohms. Donc R, ça veut dire ohm, hein, en électronique, en tout cas sur les conceptions PCB. On a notre LED avec la cathode d'un côté et l'anode de l'autre. Et puis on va sur la masse, qui est le retour de courant. Je vous ai fait un petit PCB pour vous montrer un petit peu
comment faire? Donc on a notre PCB. Généralement, quand on arrive sur la page, on a directement cette petite présentation-là. On a un PCB sur EasyUDA, en tout cas, on a on a déjà un PCB qui est représenté par un petit rectangle rose, qui est déjà adapté à la taille de nos composants pour que tout puisse rentrer. Donc là, on voit que j'ai un bouton, la LED, la résistance, et j'ai relié ça avec des petits fils, avec la boîte à outils, qui est ici. En fait, on peut tout simplement relier nos composants entre eux. C'est pas très compliqué pour les relier parce que là, si on enlève, on voit qu'on a des petits filets bleus qui permettent de savoir où est-ce qu'on doit relier chaque composant. Donc là, on voit que, hop, ici, il me dit, alors je vais le faire dans l'autre sens. On arrive à savoir où est-ce que je dois relier mes composants. Ça, on va dire que c'est la base de notre PCB. Donc là, si on regarde le modèle 3D, on voit qu'on a quelque chose de très très simple. Ouais, je vais en venir après. La raison pour laquelle on ne fait pas d'angle droit en électronique sur des PCB. Il y a une très très bonne raison. Des macropads 9 touches avec 2 potentiomètres à l'occasion, je demanderais ça juste par hasard. Bah écoute, si tu veux, un petit peu après la masterclass, je te fais ça en 10 minutes. C'est pour que les électrons puissent drifter. C'est un peu l'idée, en vrai. Je pense que tu dis ça sur le ton de la blague, mais c'est vraiment ça en plus. Il y a un petit peu de ça, Flo. Mais c'est surtout en fait pour éviter les collisions d'électrons. Et on utilise souvent ça dans les signaux numériques plutôt que analogiques. Analogique, on va même pas faire d'angles. Généralement, on évite de faire des angles, même si tout le monde le fait. On évite de faire des angles, on fait carrément des pistes arrondies. Et ça c'est pour les conceptions un peu plus évoluées où on a des signaux analogiques à haute fréquence. Faut que ça glisse exactement. Donc là, on a un schéma un petit peu simple, hein. Donc on retrouve tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a en fait notre PCB. On a en dessous, donc là on peut l'enlever, notre substrat, ici. Par-dessus, on a notre cuivre, qui est... oui, voilà, c'est exactement ça, Zayn. Donc on a notre substrat, le cuivre par-dessus, qui est usiné juste pour les pistes. Puis après, on a notre layer mask, qui permet juste de protéger tout ça. À savoir que généralement, les pads sont exposés pour pouvoir souder les composants. Donc là, c'est là qu'on voit notre petite résistance, notre LED et notre bouton. Puis là, on est en monocouche, et c'est tout. C'est généralement, quand on lance le logiciel pour la première fois, c'est ce qu'on va chercher à faire. On va pas chercher à faire des choses compliquées, c'est juste pour s'entraîner. On va passer sur Next Level. Là, on passe carrément sur du Next Level. Donc là, c'est avec un microcontrôleur. C'est tout à l'échelle. Genre, il me paraît fat là. Ouais, non, c'est surtout la taille. La taille de ma vue 3D. Mais sinon, c'est un PCB qui mesure, je sais pas, peut-être même pas 2 centimètres. Montre les lunettes Jarvis V2. Oula, peut-être après. Parce que là, on est sur quelque chose encore plus compliqué. Donc là, on est sur du intermédiaire. On va utiliser un petit contrôleur, un petit Arduino Nano, hein. Je pense que vous avez tous vu ces petites cartes qui sont vachement pratiques. Là, on a un signal un peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail du code pour faire fonctionner ça, hein. C'est pas du tout le sujet. Là, on est purement sur l'électronique. Là, vous pouvez voir que j'ai mis mon petit Arduino Nano. Donc, vous pouvez aller dans librairie et en fait chercher votre Arduino directement. Vous marquez Arduino. Marquez ça, hop. Là, généralement, c'est le premier ou dans la liste. ESP Arduino. Ouais, bah ça, c'est un débat, mais je ne me lancerai pas là-dessus. L'ESP, c'est la vie.
J'ai pas prévu d'exemple avec l'ESP, mais soyez pas dégoûtés. C'est pour pas perdre tout le monde. Donc là, vous pouvez voir que sur l'Arduino Nano, il y a pas mal de choses qui sont importantes à relier obligatoirement si vous jamais vous voulez l'utiliser. À savoir que généralement, c'est des petits PCB qui sont déjà montés, déjà soudés avec déjà tous les composants. Mais pour notre schéma, on a vraiment besoin de relier certains composants comme le plus 5 volts, la masse et nos interconnexions. Généralement, pour relier des interconnexions comme ça, on utilise ce petit port de liaison que vous venez tout simplement mettre sur le port que vous désirez utiliser. Pour savoir quel port utiliser, il faut juste aller regarder la documentation. Il y en a énormément sur internet, surtout pour des cartes comme ça. Donc là, notre schéma, il est très simple. On voit plusieurs concepts qu'on a vus tout à l'heure, sauf les condensateurs, mais on voit le fameux pull-up de notre bouton. Donc là, on a notre label qui vient en relier la cathode de notre LED, et l'anode qui est reliée via une résistance de 220 ohms, et puis notre LED au milieu. On vient alimenter notre LED, et là forcément on attend un 0 volt, et le 0 volt c'est tout simplement notre microcontrôleur, notre Arduino qui va donner le 0 volt. Le bouton là ça rentre un petit peu plus, un peu plus dans la masse, parce qu'on a donc déjà notre label, le bouton, et quand on appuie, bah, notre bouton il est relié à la masse. C'est exactement ce qu'on veut. On veut que quand on appuie, lui il dit ah j'ai 0 volt. C'est le principe même. Et puis après dans le code on peut déterminer si jamais on veut utiliser. euh, Oui c'est exactement la même mais c'était pour pas perdre. Dans le code après c'est dans le code qu'on va définir ce qu'on fait exactement. Mais ça c'est encore un autre sujet. Et là on voit que du coup on arrive sur le GND. Par contre, si vous voyez bien, j'ai rajouté une deuxième ligne, un deuxième petit morceau, une deuxième petite brique. Là, c'est une résistance de 10 kΩ qui va tout simplement mettre notre bouton toujours dans un état up. Donc le 10 kΩ, il permet de pas trop baisser le courant, la tension, tout en donnant à l'Arduino, ah bah attention, il y a une tension ici. On n'a pas quelque chose qui est flottant. Et dès qu'on vient appuyer, le bouton vient prendre le dessus sur la résistance et vient relier le bouton à la masse. Comment ça? Exactement, oui, oui. Euh, Quand c'est des ohms, on met R. Quand c'est des kilo-ohms, on met K. Ou K-ohm. Quand c'est des méga-ohms, on met M-ohm. Ou 10 M. C'est bon? Et quand t'appuies, bah pourquoi pas, hein. Donc là, si on regarde le PCB, on voit que c'est un petit peu plus complexe. Donc là, j'ai volontairement fait quelque chose de vachement gros. On voit que tout est relié. Mais là, il y a un problème. Ça prend quand même vachement beaucoup de place, là. Je sais pas si vous êtes d'accord, ça prend de la place. C'est chiant. Donc pour ça, on va introduire, donc là, si on voit le modèle 3D, non, il n'y a aucune piste qui est en dessous. Là, il y a justement absolument rien qui est en dessous, comme tu vois. Et oui, il y a des fils GND. Il y a des fils GND, et c'est là que ça pose problème. Parce qu'on perd beaucoup de place, et puis bah, quand t'as plein de composants, et bah, ça devient vite le chaos. Donc c'est pour ça qu'on introduit les VIA. Les VIA, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des interconnexions entre couches. Les VIA, ils vont nous ouvrir euh, une opportunité d'interconnexion, et surtout de pouvoir faire croiser des pistes. Il y a d'autres solutions pour faire croiser des pistes, mais je vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est pour les aguerris. Donc là, on voit que j'ai mon bouton, j'aimerais passer au-dessus du fil de la LED, mais forcément, bah, le rouge, il est sur la couche du haut, et le bleu, il est sur la couche du bas. Mais si on n'a pas le via, on va forcément devoir relier ici. Alors je vais mettre sur la couche du haut, et là, ça bloque. Forcément, on peut pas passer. Donc on vient mettre un via, et comme lui, il est traversant, on peut le relier directement par-dessous. Et là, si on regarde le modèle 3D, on voit que ça passe par-dessous.
Oui, les couleurs, c'est les couches. Donc là, sur un PCB de couches, on va avoir le rouge qui va être généralement le dessus et le bleu qui est le dessous. On peut avoir différentes couleurs quand on a plus de couches, mais je vais pas du tout parler des PCB au-delà des deux couches aujourd'hui parce que je vais perdre tout le monde. Mais là, on a encore un problème. Ça prend toujours de la place. Parce qu'on a toujours le GND ici qui prend beaucoup de place, et c'est pas pratique. Donc on arrive sur les plans de masse. On va les enlever temporairement. Donc là, vous voyez que par exemple, j'ai du GND ici. Il est absolument pas du tout relié. Là, j'ai un GND ici, il n'est pas relié du tout non plus. Le GND ici, c'est pareil. Vous pouvez pas ne pas avoir autant de fils GND. Oui, bah voilà. Et si on regarde sur le modèle 3D, on voit que ce pas-de-là n'est absolument pas du tout relié. Ni celui-là, ni celui-là. En fait, il est relié par le plan de masse général. On a deux couches sur le PCB. Donc là, on voit qu'on a une première couche qui est au top, c'est le plan de masse top. Et puis après, on a le plan de masse bottom. Et en fait, ça permet de faire une interconnexion de la masse partout sur la carte et de répartir les fuites de courant et tout le bordel. Je sais pas si vous avez des questions parce qu'après je vais. Alors moi je vais considérer que la masterclass est terminée en tout cas pour ce que je voulais expliquer, mais après je peux expliquer des choses un peu plus complexes en dehors de la masterclass. T'es pas obligé d'avoir les deux couches pour le GND, tu peux en mettre que d'un seul côté, mais généralement on va mettre des deux côtés pour être sûr. Un plan de masse c'est le GND mais réparti sur tout le PCB. En fait, comme tu peux voir, la différence entre ici et ici, je vais retourner, c'est que là tu as juste tes pistes qui vont, qui vont sur le substrat. T'as rien d'autre hein, sur le substrat. T'as que du substrat à cet endroit-là, avec une couche de vernis par-dessus, mais t'as pas de cuivre. Alors que là, eh ben, tu viens mettre une couche de cuivre sur l'ensemble du PCB. Tu viens juste retirer du cuivre à l'endroit où tu veux faire passer une piste pour éviter les courts-circuits. Euh... Attends, il y avait une question. Ouais, t'inquiète, Vince. Oui, du coup, ça coûte beaucoup plus de cuivre. Mais la différence est tellement négligeable parce que généralement, les couches de cuivre, elles sont tellement fines que ça coûte vraiment pas grand-chose, quoi. Oui, je vais montrer un PCB beaucoup plus complexe. Je vais juste enregistrer ça au cas où. Là, j'ai pas mal de choses, donc je vais éviter de donner des trucs où je vais littéralement tous vous perdre. Je vais vous montrer Jarvis, hein, parce que les gens connaissent Jarvis. Attends, comment en retirant du cuivre, là où on veut du cuivre, ça peut quand même faire passer du courant? Parce que en fait, tu viens pas le retirer partout. En gros, ton PCB, il a par défaut du cuivre absolument partout sur le substrat. Et avec un procédé chimique, eh ben, tu viens retirer le cuivre seulement à l'endroit où tu veux pas pour dessiner les pistes. Ouais, tu prends une batterie de 12 volts et tu branches le plus et le moins ensemble, c'est pas une très très bonne idée, mais vas-y. Bah tout simplement parce que en fait, tu n'as pas du cuivre partout. Je vais revenir sur l'exemple. Hop. Là, tu vois que tout ce qui est rouge, c'est du cuivre. Et en fait, tu vois que si on enlève ici, là c'est creux. Il n'y a absolument rien. En fait, on a juste retiré le cuivre juste ici, et ça permet de dessiner les pistes, pour relier d'un point A à un point B, sans que le reste du rouge soit rentré en contact avec la première piste. Il y en a quand même, ouais.
Ça permet de faire des choses assez sympathiques et surtout d'éliminer les interférences. Parce que en fait, plus tu as des plans de masse, et plus tu vas avoir un retour de courant parasite qui va pouvoir revenir à la masse et être éliminé du coup. Donc là du coup je vais vous montrer Jarvis V2 hein, parce qu'on me l'a demandé. Mais on n'est pas du tout sur le même... Voilà quoi. D'ailleurs c'est Jarvis V3 par V2. Mais ouais. Là je sens que je vais avoir plein de questions. Spoil de Jarvis V3, pas de leak les mecs. Là, on rentre sur quelque chose de beaucoup plus complexe et on voit des choses que je n'ai pas du tout expliquées et ça va peut-être être l'occasion d'en parler. C'est très compact, oui. Pour vous donner une ordre d'idée, on est sur du 30 mm de long, 33 mm de long et à peu près 16 mm de large. C'est quoi le jaune? Oui, c'est les composants en eux-mêmes. C'est de la sérigraphie. C'est du dessin sur le PCB. Donc là, on voit pas mal de choses, beaucoup de choses. Et on m'avait posé la question, les VIP. Je crois que c'était Flo qui m'avait posé la question, il ne savait pas ce que c'était. C'est tout simplement les VIA InPad. Et ça, c'est très pratique parce que ça permet de faire des choses très compactes. Donc on vient mettre un VIA, donc une interconnexion entre les deux couches, directement sur le pad de connexion de notre composant. Et là, vous voyez que j'en utilisais beaucoup parce que c'est quelque chose qui permet de rendre beaucoup plus compact notre circuit. Donc là, si on regarde le modèle, on va enlever les composants. On voit que ici, on va prendre un exemple là. On voit que ici on a un VIA sur le pad. Et de l'autre côté, c'est pas très pratique. Hop, je sais plus où on était. On était là. On a notre VIA qui retourne ici et on voit clairement une piste. Et ça permet de pouvoir passer de l'autre côté sans pour autant devoir... parce que là, vous voyez que j'ai vraiment pas beaucoup de place pour mettre un VIA à côté de mon pad et passer de l'autre côté du PCB. C'est vraiment pas pratique. Donc on fait un VIA in-pad pour pouvoir passer de l'autre côté. Je vais aborder un sujet, on va dire que ça fait partie de la masterclass parce que je comptais en parler. Bart en avait parlé vite fait dans sa deuxième vidéo par rapport au PCB, quand j'ai rattrapé son premier PCB. C'est tout simplement les paires différentielles. Question quasi mais quand on commande un PCB custom, on le reçoit tout à fait tout fait, faut le souder. Alors, tu as deux possibilités, soit ta PCB ou soit ta PCB-A, sur GSC PCB en tout cas, où tu peux faire monter les composants par l'entreprise, ou en tout cas par des machines. Mais ça coûte généralement beaucoup plus cher. Je vois pas beaucoup de composants que tu avais présentés là. Eh ben, tu serais étonné parce qu'en fait, si. On a des condensateurs, des résistances, des boutons. Voilà, c'est principalement ça. Quand je vous disais que c'est 90% d'un PCB, parce que c'est littéralement 90% d'un PCB. Ah, tu veux la vision électronique. Ouais, c'est un peu éclaté là, mais voilà. Donc on a des résistances, des condensateurs, des condensateurs, des condensateurs, des résistances, des condensateurs. Plus long mais moins haut. Bah en fait je peux pas. Parce que j'ai la, la- on va dire le mur technique de l'ESP32 qui prend beaucoup de place. Ouais, effectivement. Alors, justement, il y a effectivement des options pour faire tout un routage à la main. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Enfin, automatiquement, pardon. Donc là, on va faire convertir le schéma en PCB.
Donc là, on va placer un peu tous les composants à l'arrache, hein. Alors, j'ai même envie de dire, on va faire ça, en route, annuler le routage, on va faire depuis ici. Quoique, ah non, je vais pas le faire sur celui-là. Before, en route, annuler le routage. Non. Et là, on va faire un routage automatique. Vous allez voir la catastrophe que ça va être. Déjà, c'est même pas sûr qu'il y arrive. Ça, je spoil direct, il va pas y arriver. On peut attendre longtemps comme ça. Non, même la version pro. Alors, c'est même pas que ça va être gigalon, c'est qu'il va pas réussir. Claude Code. Non, bah, il y arrivera pas. Il y arrivera clairement pas. C'est pour ça qu'on fait toujours le routage à la main. Et là, vous voyez quand même la sacrée différence, hein, entre le routage automatique, il continue dans son côté d'ailleurs, et puis un routage manuel. Et du coup, le routage automatique, il nous enlève quelque chose qui est super important. J'en ai parlé vite fait, c'est les paires différentielles. Quand on a des signaux numériques à haute fréquence, on va avoir tendance à avoir vite des signaux qui vont être perturbés avec le bruit et surtout la manière de communiquer, qui sont généralement, on va envoyer 2 bits de données sur deux câbles en même temps, et si jamais il y en a un qui est pas pareil, il va considérer qu'il y a une erreur, et il va renvoyer la donnée. Donc on essaye d'avoir des pistes qui font la même taille, qui sont espacées de la même longueur, pour fluidifier tout ça, et puis pas avoir de soucis. Là, on peut voir que j'ai pas mal de câbles qui vont jusqu'à ce connecteur-là, qui est en fait un connecteur pour une caméra, et tous les câbles, toutes les pistes, elles sont toutes alignées, et surtout, elles font presque la même longueur. Alors à quelques millimètres près, mais elles font quasiment toute la même longueur. Et ça permet d'avoir un bus, là c'est du SPI, ça permet d'avoir un bus SPI vraiment très efficace et sans faille. Alors bien sûr c'est pas encore parfait, mais ça aide. Du grand art, effectivement, c'est super beau. Ce PCB est super beau. Dans certains cas, comme de l'USB, là cette fois-ci on va vraiment faire du différentiel, mais avec l'outil routage des paires différentielles. Lui, il vient carrément contrôler l'impédance. Lui, il rigole pas du tout. Tout est pareil. Et je vais vous montrer ça sur une carte, comme par exemple, je sais pas qu'est-ce que je peux vous montrer. Est-ce que j'arrive à trouver quelque chose? Voilà, donc là j'ai cette petite carte là, et on voit qu'on a de l'USB. Et si je supprime, là on voit que je vais pas réussir à faire mon routage parfait. Bah, déjà il y a le GND qui gêne, mais c'est compliqué de faire le routage parfaitement. On va l'enlever. Mais par contre, si on fait un routage de paire différentielle, d'ailleurs ça va pas marcher, si c'est bon, et bien là on voit que il est totalement symétrique. Et si on regarde la distance, donc là, à la longueur, on voit qu'on est à 6,57 mm. Et là, on est à 6,57 mm. Les deux pistes, elles font exactement, la même longueur. C'est super important parce que ça permet d'avoir quelque chose qui est différentiel. Là, dans mon cas, j'ai besoin de relier ça en plus. Mais d'ailleurs, il veut pas. Ok. Et là, c'est encore différent. Donc pour faire des pistes différentielles, on va tout simplement mettre un N et un P, un underscore N et underscore P, sur notre paire. Il faut absolument que le signal ait le même nom, c'est super important. On peut pas faire genre D plus N ou D moins N ou D moins P. Il faut vraiment que ce soit D underscore N
D underscore P. Ou n'importe quoi ce que vous voulez avant en préfixe, underscore N et underscore P. Et ça va permettre de déverrouiller le routage de paires différentielles. Sur des versions plus complexes de EasyEDA comme la version professionnelle, vous allez pouvoir faire des paires différentielles avec plus de deux pistes, mais comme je le disais tout à l'heure, la version standard des EasyEDA ou de KiCad suffira largement pour 99% de vos projets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis rien ne t'empêche de le faire à la main. Moi, je fais beaucoup de choses à la main. Genre par exemple, je vais vous montrer un autre projet où je l'ai fait justement à la main. Donc là, par exemple, j'ai un bus USB, et là, c'est totalement fait à la main. Parce que je sais que même en le faisant avec l'outil de paire différentielle, je vais pas réussir à avoir... enfin, en tout cas, mon truc va pas se faire correctement. Là, on peut regarder. Voilà, donc là, j'arrive clairement pas, il veut pas. C'est un peu le chaos et tout. Donc, je le fais à la main. Par contre, ça m'empêche pas de faire en sorte d'avoir des pistes qui font relativement la même longueur. Donc là, on voit qu'on est très similaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, plus ou moins 1 mm, sur de l'USB, on s'en fout. Sur du PCI Express, t'as un dixième de millimètre de plus, ça te fout en l'air ton bus. Ouais, c'est pour ça que... Non mais je parle de ça, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Je vais vous montrer un exemple. Euh, tu- 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 Alors, qu'est-ce qui me fait la Chrome? Je vais revenir là-dessus. Donc là, si on prend signal PCB, PCIe, je suppose que je vais réussir à trouver ce que je cherche. Et vous allez voir quelque chose qu'on a tendance à voir surtout sur les ordinateurs. Alors j'en ai même trouvé un mieux. Voilà. Et là, si on regarde, on a nos pistes. Je peux pas zoomer plus. Là, à chaque fois, on a deux paires. Enfin, on a une paire de deux fils. Et on voit que... Ah, ils font des zigzags, c'est un peu bizarre quand même. Et en fait, c'est pour contrôler l'impédance. Et que, à la fin, eh ben, tous les câbles, ils ont tous la même longueur. Au dixième de millimètre près. Et ça permet de contrôler l'impédance et du coup, éviter les erreurs. Oui. Et sur les barrettes RAM, euh, surtout les DDR5, c'est encore plus flagrant. Euh, PCB. J'essaie de trouver une bonne photo qui illustre bien. Non. Donc là, on voit bien. On voit bien que ça fait des zigzags partout, tout simplement pour être sûr que l'impédance soit parfaite. Et là, on voit que même ici, là, il y a un énorme serpentin. Alors, l'impédance, c'est tout simplement la vitesse à laquelle tes électrons vont circuler. C'est pas le courant, c'est pas la tension, c'est vraiment la vitesse à laquelle tes électrons vont circuler. Et c'est généralement pour ça qu'on vient essayer d'avoir la même longueur pour que tes électrons, quand ils circulent dans ton fil, eh ben, ils prennent le même temps pour accéder d'un point A à un point B que la piste d'à côté. Là, par exemple, sur l'exemple de tout à l'heure, on a deux fils.
Il faut que quand tu envoies une tension ici, et ben tu as le câble à côté, parce que c'est du différentiel, donc tu as toujours le négatif de la valeur. Il faut que le petit composant ici qui reçoit ton signal, et ben dans le premier câble il reçoit son 0, et dans le second câble il reçoit son 1. Généralement c'est différentiel. Et si jamais, à un moment donné, on reçoit 2 fois 1 au même moment, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit il y a un problème de signal, soit qu'il y a une piste qui est un peu trop longue, et du coup, bah, le temps qui est calculé pour d'aller d'un point A à un point B, il n'est pas pareil, donc forcément, et bah, tu ne reçois pas l'information au bon moment. Donc on appelle ça l'impédance. Courant AC et DC. AC c'est alternatif et DC c'est continu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que vous êtes à fond. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas en tout cas, pour clore cette présentation. Pourquoi t'es aussi beau? Ah, arrête, tu me flattes. Pas en public. L'impédance, tu peux l'avoir sur des courants continus. L'impédance, tu peux l'avoir sur tu peux l'avoir sur des courants numériques. C'est toi le mannequin sur le PDP? Je sais pas du tout qui c'est. C'est son idole. Exactement. Donc j'espère qu'avec tous ces conseils et ces explications, bah déjà vous savez mieux ce que c'est un PCB, à quoi ça sert. Et bah, je compte sur vous pour partager vos créations et vos futurs PCB euh, mieux foutus. Ou en tout cas pour ceux qui en ont jamais fait, voir vos premières créations, quoi. Je suis volontairement pas rentré dans les détails. Si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour aller beaucoup plus loin sur des sujets beaucoup plus complexes, n'hésitez pas. Je pense que je ferai potentiellement une partie 2 pour expliquer la largeur de piste, comment router de manière optimale, parce que c'est des choses, comment on disait du 48 couches, va te faire voir vraiment. Parce que du coup, ouais, après, pour des règles de design, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Et puis, si vous voulez pas rester jusqu'à 2 heures du mat, je pense qu'on va éviter de 1 mètre d'épaisseur. Bah, tu rigoles, mais des PCB 48 couches, ils sont pas plus épais que des PCB 2 couches. Bah oui, parce que en fait, l'épaisseur de ton PCB, ça va être ton substrat qui va faire la majorité de l'épaisseur, et lui, c'est ton support. Mais si jamais à l'intérieur tu décides de faire 48 couches, et ben ton support, et ben ça devient entre guillemets les couches en elles-mêmes. Et finalement, ton PCB est aussi résistant. Mais les couches de cuivre, elles font 0,02 ou 0,3 mm d'épaisseur. Sur un PCB, ce qui prend le plus d'épaisseur, c'est le substrat en lui-même, ce qu'il y a au centre. Moi, j'ai fait un truc dégueulasse à base de SP32 ESP Home pour allumer des DEL en fonction de l'état de mon alarme Home Assistant. Bah, c'est cool ça. Après, il faut mettre des relais pour contrôler plus de choses. C'est quoi ton business model? La carte. En fait, il le dit pas, mais c'est une alarme anti-flic.
Je vois. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que j'ai répondu à pas mal d'idées reçues et que ça pourra vous aider pour vos futurs projets. Et puis, je viendrai avec une petite partie 2 pour aller un peu plus loin, approfondir certains sujets, certaines règles de routage un peu plus complexes pour aller sur des conceptions beaucoup plus complexes sur mes Jarvis V2 qui doit respecter beaucoup, beaucoup de contraintes. Qui généralement des contraintes que vous n'allez pas avoir à gérer au début, en tout cas. Je vous remercie parce que c'est ma première et puis j'étais un peu timide, il y a du monde donc. Bah écoute, c'est tant mieux si ça vous a plu. Ouais, j'aurais pu plus développer, mais en fait je voulais pas vous perdre. Il y a d'autres subtilités, mais après ça devient beaucoup trop complexe. Et je pense que j'ai pas les capacités nécessaires à vous expliquer ces choses-là. Donc en fait j'ai préféré vraiment rester sur quelque chose que je pense être en mesure de vous expliquer. Et pour aller un peu plus loin, peut-être aller sur des tutoriaux ou, euh, ou vidéos beaucoup plus précises sur le sujet en question. Ça se dit, hein, des tutoriaux. Ouais, la France. Ouais. Et puis je vais arrêter l'enregistrement pour ceux qui regardent en replay, et puis j'espère que ça vous aura plu.